Et en préambule de cet après-midi, qui finalement va nous permettre de poser les bases de toutes ces discussions, je vais vous demander d'accueillir M. Emmanuel Floch, qui est avec nous, que j'accueille avec plaisir, que je vous demande d'applaudir, qui est directeur général de Aon Reinsurance Solutions et qui va nous parler. Bonjour Emmanuel, je vous en prie, prenez place. Pendant une vingtaine de minutes, essayez de nous faire comprendre de quelle manière les assurances de demain, finalement, vont être designées. Emmanuel, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors pour commencer, je voudrais d'abord remercier la Fédération marocaine de l'assurance, son président, son vice-président Bachir Boudou, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à être speaker aujourd'hui. Je voulais aussi remercier évidemment Salah Eddine Hadji pour son accompagnement dans la préparation de ce rendez-vous et Dina Aloya pour son accompagnement au quotidien. Merci à toutes et à tous et merci de l'honneur que vous nous faites. Alors avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais commencer sur une note un peu personnelle. En préparant cette intervention, je me suis assez rapidement confronté à ce que je pourrais qualifier du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire est-ce que le courtier de réassurance que je suis est la personne la plus adéquate pour parler des nouveaux business models de l'assurance. Alors j'ai eu plusieurs réflexions en préparant cet événement, et la première, ça a été de me dire le courtier de réassurance, il a pour objet principal de traiter des risques majeurs et d'accompagner les différents acteurs du marché, que ce soit des courtiers, des assureurs, des réassureurs, dans la réponse à ces événements majeurs. Donc ma première réflexion était de me dire peut-être est-ce que je suis réellement un imposteur pour traiter de ce sujet. Mais ensuite, je me suis repris un peu et puis j'ai repris un peu de recul par rapport à ce qu'avait été l'évolution de notre métier en 20 ans. Et j'ai constaté trois choses majeures dans l'évolution de notre propre métier de courtier en réassurance qui vont me permettre d'introduire ce que sont les évolutions de business model. La première, c'est que incontestablement, nos clients ont incroyablement changé en 20 ans. Lorsque j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, nos clients étaient pour la plupart des assureurs traditionnels, des mutuelles et parfois quelques réassureurs au titre de la rétrocession. À l'époque, le simple fait de travailler avec une filiale assurantielle d'un groupe bancaire était déjà vu comme une audace ou une innovation incroyable. Vous conviendrez que ça a un peu changé depuis. Et depuis, nos nouveaux clients ont énormément changé. On travaille dorénavant avec des captives, comme c'est le cas au Maroc avec l'un de nos clients. On travaille avec des MGA, dont vous verrez certains représentants, je pense, demain, avec des assureurs, et pardon des barbarismes, Capital Light, des néo-assureurs, des InsurTech. Bref, tout un ensemble de nouveaux intervenants qui, il y a 15 ou 20 ans, n'existaient pas sur ce marché. Et voilà probablement un premier signe des changements induits par ces changements de business model. Le deuxième, c'est que historiquement, le métier du courtier de réassurance, c'est surtout la gestion des risques majeurs, le transfert des risques majeurs vers le marché international. Et s'il reste toujours important, on a vu d'une part de nouveaux risques apparaître. On a déjà parlé du cyber et c'est véritablement un risque d'importance majeure. Mais on voit aussi des choses plus étonnantes. C'est signe probablement de changements à la fois dans les habitudes des acheteurs d'assurance, mais aussi dans la réponse que donnent les compagnies d'assurance. Alors je vais prendre deux exemples un peu étonnants, mais on a par exemple dorénavant des clients pour lesquels on transfère du risque d'assurance santé prévoyance des chiens et des chats, par exemple. C'est incontestablement quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé comme étant le cœur du métier d'un courtier de réassurance il y a quelques années de ça. Et donc c'est au-delà des changements de clients, on a vu aussi donc des changements de risques transférés.
Et enfin, on voit, et je pense que ce changement est aussi valable dans tous les métiers, des changements d'innovation. Alors pour ce qui est du métier de courtier de réassurance, on a vu apparaître des captifs de réassurance, de la réassurance paramétrique, des cat bonds, des sidecars, etc., qui progressivement ont pris une ampleur de plus en plus forte dans le monde de la réassurance. Et je crois que ces innovations-là, on trouve leurs cousins, leurs petits frères ou petites sœurs dans le monde de l'assurance. Et incontestablement, c'est aussi un signe que les business models évoluent. Alors à la fin de cette réflexion initiale, j'ai fini par me dire que finalement non, je ne serais probablement pas un imposteur. Alors merci de me dire à la fin de l'exposé si je l'étais in fine, mais et je me suis dit que peut-être un courtier de réassurance avait un poste d'observation intéressant à partager avec l'audience d'aujourd'hui sur ce que sont les évolutions du business model de l'assurance. Dernière remarque introductive, alors même si depuis quelques années je travaille plus assidûment sur le marché marocain, mon histoire professionnelle s'inscrit beaucoup dans le cadre du marché français. Et sans doute que vous trouverez que les exemples que je vais citer par la suite sont empreintes de cette histoire. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'est ceux qui me sont le plus naturellement venus à l'esprit. Alors en introduction, non pas en introduction, mais peut-être pour démarrer le sujet des nouveaux business models, peut-être faut-il dire ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est évidemment les principes généraux de l'assurance, le principe de mutualisation, ça c'est quelque chose qui ne change pas, le principe de la recherche d'un équilibre entre des primes d'un côté, des frais, des sinistres, des rendements financiers de l'autre. Ça, ce sont des choses qui, quel que soit le modèle qu'on envisage, ne sont pas remis en cause. Ils peuvent évoluer parfois, mais ils ne sont pas remis en cause. L'un des premiers changements assez forts de business model que l'on voit, et je crois que ce sera l'objet d'une table ronde un peu plus tard, c'est celui de la transformation de l'assureur d'un collecteur de primes et régleur de sinistres à un préventeur ou un fournisseur de services. Alors évidemment, pour l'assureur, le fait de faire de la prévention ou d'amener des services, ça a plusieurs objectifs. Le plus évident, c'est d'empêcher ou de réduire la survenance de sinistres, s'assurer du contrôle des équilibres techniques des sinistres en question. La fourniture de services permet aussi de créer de nouveaux revenus pour l'assureur. Et in fine, tout ça a pour objet globalement de fidéliser sa clientèle. Pour illustrer cette tendance, je vais prendre quelques exemples alors, qui sont très orientés au travers du prisme de notre métier de courtier en réassurance, mais qui, je pense, sont assez révélateurs. Le premier concerne l'inondation. On a vu ces dernières années en France un débat surgir sur l'assurabilité du risque dommage aux biens, et notamment vis-à-vis du risque inondation, fortement influencé, comme on le sait, par le changement climatique. Et on a vu aussi en réponse certains assureurs mettre en place des partenariats avec des startups, des cabinets de recherche, pour essayer de déployer auprès de leurs assurés des travaux ou de donner des conseils de prévention du risque, d'aménagement des bâtiments, de manière à réduire in fine l'empreinte de ce risque inondation sur les sinistres potentiels. Le deuxième exemple de réduction du risque, c'est quelque chose auquel, là pour le coup, qui est plus largement généralisé, notamment dans le marché français, qui est l'utilisation de filiales d'instituts météo pour avertir préalablement à la survenance d'un événement naturel l'ensemble des assurés d'un portefeuille de l'imminence de l'arrivée de l'événement en question. Alors, on le voit surtout lorsqu'il s'agit d'événements tempétueux, et ça prend la forme de messages ou emails ou textos qui sont envoyés à l'ensemble des assurés d'un portefeuille et qui contiennent des messages relativement simples, des conseils finalement de bon sens, qui est rangez votre mobilier de jardin et assurez-vous que votre voiture n'est pas garée sous un arbre, mais qui, là encore, ont pour objet
d'aboutir à la réduction du risque pour l'assureur, la réduction de la matérialisation du risque aussi pour l'assuré. Et tout ça participe d'une saine gestion. Et le dernier exemple que je prendrais, qui est plus celui d'une fourniture de services, cette fois-là, c'est qu'on voit dans certaines polices MRH apparaître des offres de télésurveillance qui, là encore, peuvent paraître étonnants, parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas exactement le même métier, mais pour autant qui ont du sens si on se place du point de vue de l'assureur, à la fois parce que c'est une source de revenus ou de commissions supplémentaires, et puis c'est aussi une manière de réduire la sinistralité vol, par exemple. Donc ces quelques exemples, j'espère, montrent bien que cette transformation vers de la prévention ou de la fourniture de services est en réalité ou initiée ou déjà pour certains, vue à grande échelle, et incontestablement, on devrait voir une multiplication de ce type d'initiative à l'avenir. La deuxième évolution du business model qui me paraît la plus marquante, c'est celle qui tourne autour de l'acquisition des clients. En fait, l'ensemble des assureurs, quelles que soient les modalités dans lesquelles ils souscrivent, constatent une affluence de plus en plus réduite dans leur réseau physique. Et alors évidemment, la première réponse à cela pour les assureurs, ça a été d'investir lourdement dans le canal digital, de s'assurer de faire des tunnels de souscription qui soient les plus efficaces et les plus rapides possibles pour répondre aussi à la demande des assurés et favoriser ainsi l'accès à l'assurance. Mais probablement que ces efforts ne suffisent pas, et on perçoit chez certains assureurs le besoin d'explorer de nouveaux canaux d'accès aux clients. Et parmi ceux-là, un des canaux, là encore ce sera probablement l'objet d'une table ronde, notamment celle sur l'affinitaire. L'un des canaux qu'on voit, c'est évidemment celui de l'assurance embarquée. Alors tout le monde, je pense, à titre individuel, a déjà été confronté à ce type d'assurance. Le principe est simple, il consiste à intégrer l'achat d'assurance dans l'achat d'un produit plus large, et c'est le distributeur de ce produit qui se charge de distribuer l'assurance, moyennant la reverse d'une commission de la part de l'assureur. Donc vous avez, à titre personnel, certainement déjà été confronté à ce genre de situation, par exemple au travers de garanties d'annulation de vol, de train, de garanties d'extension de produits électroménagers, etc. Donc c'est quelque chose de relativement répandu. Pour l'assureur, cette évolution du business, elle est évidemment intéressante parce qu'elle permet un accès facilité aux clients, elle permet d'ouvrir une base de clientèle potentiellement plus large et probablement un taux de conversion plus important parce que couplé à la vente du produit principal. Et elle permet aussi de mettre en place des produits, des plateformes techniques qui sont potentiellement réplicables dans le cadre d'autres partenariats avec d'autres fournisseurs. Alors, l'ensemble de ces éléments rendent cette évolution de business model assez intéressante, et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que certains assureurs en font leur propre business model. Alors, je citerai l'exemple d'un assureur européen qui s'appelle Wacam, qui dit, je cite, « vouloir accompagner les MGA et les orchestrateurs d'assurance embarqués pour atteindre rapidité, croissance et conformité en toute simplicité ». On voit bien là qu'il y a une volonté de s'effacer derrière un distributeur. Si on élargit un peu ce modèle d'assurance embarquée, on aboutit dans une généralisation qui est l'intégration dans une plateforme plus large de services, ce qui est l'objet d'une partie de la présentation d'aujourd'hui. Dans ce modèle, là encore, l'assureur s'encapsule dans une plateforme de services plus large et fournit le produit d'assurance, le tarif en temps réel au travers d'API. Alors pour illustrer ce business model, je vais prendre un cas très particulier qui, compte tenu du nombre de discussions sur le cyber sur le marché marocain, peut avoir un intérêt. Le marché de l'assurance cyber se heurte souvent à un écueil qui est celui de la distribution des garanties auprès des PME et des TPE. Là où l'acte de souscription
le coût relatif à l'acte de souscription n'est pas contrebalancé par le montant de la prime. Et on a dans ce marché-là deux MGA qui sont particulièrement actifs sur le marché français et européen, qui en fait ont embarqué l'assurance comme un des éléments d'une plateforme de service plus large. La plateforme de service inclut l'évaluation préliminaire de la vulnérabilité de l'entreprise qui souhaite, le cas échéant, s'assurer. Si cette évaluation préliminaire est concluante, alors la plateforme va activer l'offre d'assurance fournie par un assureur dont le nom s'efface derrière la plateforme en question, presque. Et au-delà de ça, ces assureurs sont confortés par le fait que la plateforme offre aussi des actions de prévention vis-à-vis de leur population assurée et coordonne la réponse des différents prestataires en cas de sinistre survenant sur la police en question. Et on voit bien au travers de cet exemple que l'assurance, finalement, peut s'intégrer comme une brique d'un ensemble plus complet. Là, en l'occurrence, fortement digitalisé et incluant du service, de l'offre d'assurance, de la gestion de sinistres, etc. Alors évidemment, cette évolution présente beaucoup d'avantages pour l'assureur, celle là encore d'avoir accès à de nouveaux canaux, mais elle présente aussi un certain nombre de risques. Le premier, c'est évidemment l'invisibilité de la marque de l'assureur pour le client. Et ça, c'est un vrai risque qui est pas forcément matérialisable lorsqu'on met en place le produit, mais qui, à terme, peut le devenir parce qu'on peut se faire remplacer peut-être du jour au lendemain ou par un autre assureur ou par le fournisseur de la plateforme lui-même qui décide de développer son offre d'assurance. Alors à ce titre, il est assez intéressant de constater que certains assureurs automobiles ont décidé pour certains de créer leur propre assureur pour capter l'émission des polices d'assurance après l'acte de vente du véhicule. À l'inverse, et c'est un peu la réponse du marché de l'assurance traditionnelle, il est intéressant de constater que pour limiter ces risques, certains assureurs cherchent même à créer leur propre verticale. À intégrer par exemple, on a vu un assureur automobile important intégrer une plateforme de réparation de pare-brise automobile il y a quelques années de ça, et puis dorénavant acheter un réseau de vente d'automobiles d'occasion ou neuves, là encore pour créer une verticale et s'assurer de capter l'ensemble de la chaîne de valeur. Je vais citer le directeur général de la compagnie en question qui disait il y a quelques jours « Élargir notre champ d'action est nécessaire. Le statu quo est impossible et si demain un assureur ne veut pas être un sous-traitant d'autres structures, il est important d'élargir son champ d'intervention pour une approche complète de bout en bout. » On voit bien là à la fois la crainte de l'assureur plus traditionnel et la réponse qu'il y apporte, c'est-à-dire celle de construire un modèle de distribution, un modèle vertical de bout en bout. Enfin, et ça fait écho à mon introduction sur le métier de courtier en réassurance, il y a évidemment tout un tas d'innovations qui sont en cours dans le monde de l'assurance. Alors on verra demain une table ronde sur l'assurance paramétrique. C'est incontestablement une innovation qui a pris peut-être un peu de temps à décoller, mais qui maintenant est une réalité. Et on voit aussi apparaître, supportées par la technologie, par exemple, des offres de Pay As You Drive ou Pay How You Drive, c'est-à-dire des offres qui sont dans lesquelles l'assureur va moduler son tarif selon des paramètres mesurés par un boîtier installé dans la voiture, les paramètres pouvant être la vitesse, les données de freinage, etc. etc. Alors ces deux derniers exemples montrent bien aussi une des évolutions en cours qui est celle de l'aspect critique de l'acquisition, de l'exploitation de la donnée. Elle est absolument nécessaire pour mieux sélectionner, pour mieux tarifer et pour ainsi influencer les grands équilibres techniques. Elle est aussi
la base absolument nécessaire pour toute utilisation de l'IA, parce que sans données correctes, l'intelligence artificielle sera probablement moins efficace. Donc en résumé, quelques éléments, quelques évolutions importantes du business. J'espère ne pas contredire les tables rondes qui se suivront. La première, c'est celle que l'assurance de demain ira au-delà de l'indemnisation du risque, mais ira vers la prévention et la fourniture de services. Que les modalités d'accès à l'assurance seront de plus en plus nombreuses, et donc les assureurs devront s'adapter à ces modalités d'accès de plus en plus nombreuses. Je vous donnerai un exemple personnel après. Et la participation des assureurs à des plateformes de services pourront soutenir cet effort-là. Et évidemment, on verra apparaître de plus en plus d'acteurs nouveaux, tout comme on en a vu en apparaître pendant les 20 ans qui ont constitué le fil de mon introduction. Alors, et dernier élément, tout ça sera évidemment très fortement influencé par la donnée et l'intelligence artificielle. Alors, pour ceux que toutes ces évolutions pourraient, le cas échéant, inquiéter, je voulais aussi je voulais conclure sur une remarque un peu personnelle ou une expérience personnelle. Une des autres réflexions qui me sont venues, j'ai beaucoup réfléchi avant de préparer cette intervention, c'était de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à demander à un homme de 50 ans de quoi l'avenir de l'assurance pourrait être fait? Alors là, j'ai sombré un peu dans des abîmes de réflexion à ce moment-là. Et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à 2 acheteurs d'assurance du futur, en l'occurrence mes 2 adolescents de 13 et 14 ans, comment est-ce qu'ils voyaient l'achat d'assurance à l'avenir. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors au début, j'étais plutôt réconforté par ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que leur première priorité serait d'assurer ce qu'ils ont de plus précieux, alors leur santé, leur appartement, leur maison. J'ai commencé à me sentir un peu perdu quand ils ont évoqué leur téléphone et leur chat comme éléments des plus précieux aussi. Là, j'ai senti un premier décalage. Le décalage, a continué à s'accentuer lorsque ma fille m'a expliqué que pour rechercher la meilleure offre qualité-prix, elle utiliserait les mérites respectifs des différentes IA, Claude, Mistral, ChatGPT, en me disant celle-ci sera mieux pour ça ou pour ça. Là, je me suis dit, oh là là, vraiment, tu as 50 ans. Et puis, je me suis aussi dit, mais oh là là, mon métier a probablement un peu de soucis à se faire à ce rythme-là. Est-ce qu'on va vraiment encore avoir besoin de courtier? Et puis là, ils m'ont tout à fait rassuré, en me disant quand même, après avoir fait tout ça et avant de souscrire leur police sur Internet, ils iront demander à un ami, un proche, peut-être même pour mon fils, m'a-t-il dit, qu'il pousserait la porte d'une agence pour vérifier que ce qu'il pouvait lire sur Internet était correct. Et donc je me suis dit que finalement la relation humaine avait encore de beaux jours devant elle. Et je suis sûr que ces 2 jours vont nous montrer que oui, elle a encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors je ferai l'exercice, moi, à demander à mes ados. Après, ils ont su répondre, parce qu'ils ont un papa de 50 ans dans les assurances. Moi, je pense qu'on pourrait rajouter PlayStation, le chat, le chien. Mais la notion de confiance est extrêmement importante et on va en parler encore une fois et de quelle manière la confiance est assurée. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous pouvez applaudir encore une fois. Je vais vous laisser rejoindre la salle.